Les dossiers de Soulaba Palab. Le dossier de ce jour est consacré à la revue de presse comme tous les derniers dimanches du mois. Deux thèmes à la une de cette revue de presse. Nigeria, report des élections présidentielles face à l'avancée de Boko Haram. Est-ce une manœuvre de Goodluck Jonathan, le président sortant? Deuxième sujet, à 3 mois des élections présidentielles, le Togo s'enfonce dans une crise préélectorale et sociale. Jusqu'où ira le régime RPT unir? Telle est la question que nous poserons à nos invités. Ils sont 3 sur le plateau. Olivier Dossoufado, consultant, membre de la génération Aube Nouvelle, cercle de réflexion sur les questions béninoises et africaines. Dominique Aliziou, directeur de publication de l'hebdomadaire togolais Chronique de la semaine, de passage à Bruxelles. Maurice Moutawakilou Gigli Amorin, nos anciens auditeurs se souviendront puisqu'il a été l'un des moteurs de cette émission pendant une dizaine d'années. Il est le président du cercle de réflexion Kwame Nkrumah. Je précise que nous avions invité monsieur Bati Zoumaro, qui est le secrétaire aux relations internationales, donc dans la diaspora de l'Alliance nationale pour le changement, qui a tenu une réunion hier, une réunion d'explication à la diaspora de la position de son parti. Nous n'avons pas eu de réponse. Nous espérons qu'il va nous rejoindre. Voilà, mais nous tenions à le préciser. À la rédaction, Yves Lodonou, à la présentation, votre serviteur Calvin Suarez. Derrière la console technique, Fontaine Achikiti. Merci de nous rejoindre dans ce dossier. Mesdames, Messieurs, chers auditeurs, chères auditrices, merci de nous rejoindre dans ce dossier consacré à la revue de presse. Nous allons tout de suite entamer notre revue de presse par le Nigeria. Je salue d'abord nos invités. Bonjour à tous et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour, Monsieur Suarez. Bonjour. Merci à tous, à Dominique donc qui est venu nous voir comme d'habitude lorsqu'il est de passage à Bruxelles. Il nous rapporte, j'espère, de nouvelles fraîches de Lomé et du Togo en général. Nous allons en parler plus longuement que le Nigeria tout à l'heure en deuxième position. Le report des élections au Nigeria et en parallèle l'actualité liée à Boko Haram ont occupé durant ce mois de février la une des médias sur l'Afrique. Ce report a suscité de vives critiques au sein de l'opinion publique nigériane et africaine. Je rappelle que les deux favoris de cette élection sont Goodluck Jonathan, le président sortant, et l'ancien dictateur et général Muhammadu Buhari, qui avait dirigé le pays. Concernant ce report, voici ce que rapportait le 12 février nos confrères d'Afrique.com. Le président Goodluck Jonathan, s'exprimant sur la question, a affirmé que la décision du report a été prise sans que la commission électorale ait pris la peine de le consulter. Je n'ai pas été consulté et je ne veux pas être consulté sur cette question, a-t-il précisé, lors d'une séance de questions-réponses avec des journalistes. Première question, beaucoup de confrères de la presse africaine dans leurs analyses ont expliqué que la commission électorale avait reporté les élections au 28 mars sur commande de Goodluck Jonathan afin de le favoriser car pour le moment le conflit avec Boko Haram provoquerait une défaite cinglante du président sortant. Est-ce que vous faites la même analyse, chers invités, et quelle est votre lecture de ce début de crise électorale au Nigeria? Je vais commencer par Maurice Moutawakilou Gigli. Amis auditeurs et auditrices, je vous salue respectueusement. Je vous apporte mes amitiés panafricanistes. Nous saluons également l'équipe qui continue d'œuvrer pour que Soulaba Palab existe, demeure et survive. Il faut vous saluer et saluer le travail de qualité que vous faites. Merci beaucoup pour la rédaction. Ceci étant, j'en viens à la question du jour. Je pense, à mon humble avis, que la première des questions que nous devons poser, c'est de savoir est-ce que on peut arriver par les élections à la démocratie. C'est une question préoccupante dans toute l'Afrique. En quoi consistent les élections organisées par les pouvoirs en place?
peut-on arriver à la démocratie par les élections? C'est un débat que je lance à vous, amis de la rédaction, et à tous nos auditeurs. Vous pensez qu'au Nigeria, c'est joué d'avance? J'en viens donc à la formule que vous avez citée de la part de Jonathan Godlook. Je ne pense pas qu'il dit la vérité, parce que les commissions nationales électorales, pour la plupart du temps, sont constituées avec la main du pouvoir en place. Partout ailleurs, c'est comme cela. Et c'est d'ailleurs pourquoi les oppositions, si opposition il y a, militent pour que ces commissions soient constituées équitablement de tous les citoyens du pays en question. Donc, une décision d'une grande portée comme celle prise par la commission électorale nigériane relève avant tout du président de la République. On ne peut pas aller à l'encontre des décisions d'un chef de l'État en reportant des élections à des dates ultérieures. Je pense que ce chef d'État nous trompe et se trompe. Et s'il a posé cet acte, c'est parce que les élections ne vont pas en sa faveur. Il prend du temps pour pouvoir s'organiser et remporter frauduleusement les élections qui vont venir. Donc voilà un peu ce que je peux dire pour votre première question. D'accord, merci beaucoup pour cette première intervention. Dominique, vous partagez l'avis de Maurice? Bon, d'abord je salue les auditeurs et les auditrices de Radio Campus, de la Parable. Revenant à la question, évidemment, Monsieur Moutawal Kilou a essayé d'effleurer, a posé, mais moi je ne partage pas totalement sa vision parce qu'il faut faire une lecture de la situation réelle du Nigeria. Est-ce qu'aujourd'hui Boko Haram occupe une grande partie du Nigeria ou non, notamment l'état de Borno? L'état de Borno est occupé, est une zone de guerre où les gens on n'a pas pu faire le recensement, on n'a pas pu distribuer les cartes électorales. Est-ce qu'on peut faire les élections sans un État? Je pense la problématique est réelle. Sans oublier qu'en dehors de l'état de Borno qui est assiégé par Boko Haram, il y a des intrusions, des bombes Mais pourquoi est-ce qu'il attend la veille des élections avant d'engager des opérations militaires contre Boko Haram? Je pense que l'armée nigérienne a eu un problème sérieusement. C'est le fait que à chaque fois qu'on les envoie au front, les militaires d'État et finalement laissent Boko Haram. On va y arriver. Et ceci est dû à plusieurs paramètres. Parce que l'armée nigérienne est composée beaucoup plus de gens de ressortissants du Nord, proches de Boko Haram. Et il y a beaucoup de rumeurs qui affirment que les militaires du Nord soutiennent Boko Haram dans cette histoire. Donc je pense qu'il fallait que Goodluck réorganise d'une manière ou d'une autre l'armée qu'il faut envoyer sur le front, parce que au Nigeria il y a les Haoussa, il y a les Zibo et les Yoruba, c'est les grandes ethnies du Nigeria. Donc les Haoussa sont pratiquement comme des soutiens à Boko Haram. Or, à chaque fois qu'on les envoie sur le front, on voit le résultat qui est là. Donc aujourd'hui, il y a une réalité qui est là, que l'on ne peut pas occulter. Notamment Boko Haram qui occupe tout un État. On va revenir sur la fiabilité de l'armée nigériane. Il y a une information très importante qui est tombée il y a peu sur des preuves de complicité qui existeraient dans des preuves découvertes notamment par Amnesty International. Olivier Fado, sur la même question. Je voudrais aussi d'abord saluer donc les différents auditeurs qui nous écoutent et saluer la qualité du travail que vous abattez régulièrement ici. Alors, pas les auditrices, hein? Auditeur avec un grand A, cher ami. Non, je pense que pourquoi Goodluck Jonathan il a pris cette décision à la veille, tout simplement parce que, comme mes deux prédécesseurs l'ont rappelé, il n'est pas sûr de pouvoir gagner les élections. Ça, c'est la première chose. Et il y a un état aujourd'hui, il y a un état d'urgence
au niveau du Nigeria qui fait que, véritablement, la stratégie de Goodluck Jonathan au niveau politique consiste plutôt à créer un état de chaos au nord du Nigeria, dans la perspective de pouvoir invalider, sinon uniquement opérer les élections au niveau du sud et du centre. Ça lui permettra de remporter les élections au haut la main. D'autant plus que le nord aujourd'hui est largement acquis à Muhammadu Buhari, d'une part, et de l'autre part, parce que il se retrouve aujourd'hui en porte-à-faux avec les Nigérians. Il ne faut pas oublier que aujourd'hui, la plupart des Nigérians sont déçus de sa gouvernance, à la fois au niveau économique et social, et de l'autre côté, les militaires aussi exigent son départ. On va faire une petite pause. On va faire une petite pause parce que on m'annonce que Monsieur Zoumaro Bati est là. Donc voilà, le débat sur le Togo sera intéressant. Mais on va faire juste une pause, le temps de l'accueillir dans le studio. Voilà, retour donc au studio. Nous parlions de la crise au Nigeria, notamment de la crise électorale, mais également la question de Boko Haram. Le quotidien nigérian The Guardian rapporte la réaction du All Progressives Congress, la coalition qui soutient la candidature de l'ancien dictateur militaire Muhammadu Buhari par la voix de son porte-parole. Il affirme ceci: ce report est clairement un recul pour la démocratie nigériane. Dans la société civile nigériane, on réagit aussi, puisque le célèbre écrivain Ole Soyinka a durement critiqué le président actuel chez nos confrères de BBC Afrique, en affirmant que Goodluck Jonathan n'avait pas de leadership, même s'il atténue ses propos en mettant en cause aussi les prédécesseurs de ce dernier dans la crise qui secoue le pays. Toute l'Afrique a les yeux rivés sur le Nigeria puisque le quotidien algérien El Moudjahid a recueilli une interview de Mohamed Ibn Chambas, directeur du Bureau des Nations Unies pour l'Afrique de l'Ouest, qui a affirmé « Nous attendons beaucoup plus de l'armée nigériane ». Cette attaque à peine voilée d'Ibn Chambas contre l'armée nigériane relaie une autre vision qui est exprimée du problème dont vous parliez, Dominique. Depuis plusieurs mois, des questions se posent concernant les soutiens de Boko Haram et de son approvisionnement, mais aussi des infiltrations et trahisons au sein de l'armée, puisque nos confrères de Jeune Afrique ont recueilli une dénonciation de l'ONG Amnesty International au début du mois, qui affirme avoir les preuves que l'armée nigériane aurait été avertie à plusieurs reprises de l'imminence des attaques de Boko Haram contre Baga et Monguno, qui ont fait des centaines de morts début janvier. Mais l'armée aurait laissé volontairement Boko Haram opérer ces massacres. Maurice Moutawakilou Gigli, pensez-vous, comme certains, que les adversaires de Jonathan soutiennent discrètement Boko Haram, le laissent opérer des gens au sein de l'armée, et que finalement c'est pour le discréditer, le déstabiliser afin qu'il ne puisse pas être élu? Oui, mais la question que moi je me pose, il y a Boko Haram sur ce terrain et Jonathan le sait avant de vouloir organiser des élections. Alors, sachant que son pays est instable, pourquoi il veut organiser des élections? Peut-être qu'il est tenu par la Constitution de le faire. Moi, je pense que la question de Boko Haram, c'est une émanation de l'impérialisme américain pour saucissonner ce pays. Vous pensez que les États-Unis sont derrière? Oui. Il faut lire les coupures de presse, les articles concernant ce sujet, écrits par
par des hommes de science. Je ne parle pas de la propagande occidentale. Il faut faire attention en lisant les articles. La deuxième chose, c'est que c'est la même chose qui se fait en RDC. On veut saucissonner ce pays pour pouvoir bien le piller et organiser la fuite des cerveaux. C'est ce qui se passe au Nigeria. Moi, la question que je me pose, comment se fait-il que Goodluck Jonathan organise des élections dans un contexte de guerre et de pillage de ce pays? Et il a fait appel aux États-Unis dont vous parliez. Donc, les États-Unis sont derrière, et Jonathan et Boko Haram. Maintenant, entre les deux, qui va gagner? Qui aura l'assentiment des États-Unis? Voilà. Tout à l'heure, mon ami Dominique a posé la question de savoir est-ce qu'il existe un État avant d'organiser des élections? C'est un grand débat. Si nous voulons le faire ce soir, nous ne partirons pas d'ici. Qu'est-ce que l'État? Qu'est-ce que l'État des dictateurs? Qu'est-ce que l'État des hommes révolutionnaires? Selon nous, l'État, c'est un instrument aux mains des dictateurs pour l'asservissement de nos peuples. Ils ont le levier du pouvoir en main et ils organisent ce levier pour opprimer et rendre difficile et pénible la vie de nos paisibles citoyens. Nous n'avons pas d'État là-bas. Ils font avec. Donc voilà brièvement ce que je peux dire s'agissant donc de l'élection organisée par Jonathan. Je rappelle... Puisque le vent ne va pas en sa faveur, il fait un arrêt, un break, un stand-up pour pouvoir mieux sauter. La question des États-Unis, vous avez touché du doigt, je pense, un point important, puisque ça rejoint l'actualité. Les Nigérians sont fiers de leur armée, puisque c'est elle qui faisait des opérations de maintien de la paix dans beaucoup de pays. Et ils sont peut-être choqués qu'on fasse appel aux troupes de l'Union africaine, et parce que leur armée n'arrive pas à régler le problème. Je rappelle aux auditeurs qu'ils peuvent nous contacter au 02 640 87 17. Olivier Fado, vous vouliez réagir sur cette question des États-Unis, je crois. Non, je pense que je voulais réagir de façon beaucoup plus large sur un peu ce que Gligli a dit. Évidemment, je ne partage pas toutes les foucades de Gligli sur l'État qui serait un levier aux mains des dictateurs. Un instrument aux mains de l'impérialisme. Non, je non, pense pas que... de l'impérialisme, aux mains des dictateurs. Oui, mais puisque les dictateurs... Par les impérialistes. Oui, mais puisque les dictateurs ne sont que des valets, donc allons-y directement à ceux qui sont les véritables détenteurs du pouvoir. Donc, je pense que l'État nigérien, il faut déjà remonter à l'histoire pour comprendre la philosophie qui a caractérisé l'État du Nigeria. C'est un État qui est une création coloniale. Première chose. Et seconde chose, l'armée nigériane n'existe pas à proprement parler. Donc c'est une armée dirigée, constituée en gros par des Haoussa, qui ont toujours constitué la majorité des troupes. Et c'est ce qui explique d'ailleurs que les Haoussa figurent parmi ceux qui ont le plus occupé les postes de responsabilité à la tête du pays. Quand vous prenez IBB, qu'on appelle Maradona, donc Babangida, vous prenez les Boari, toute cette... À part Obasanjo, et puis peut-être Gowon, vous savez, grosso modo, ce sont les gens du Nord et essentiellement les Haoussa. Vous avez Sani Abacha, etc. Maintenant, la question de Boko Haram, elle s'inscrit évidemment dans une perspective beaucoup plus large, qui va de la guerre contre le terrorisme depuis le 19 septembre 2001, qui a commencé, et à partir de cet instant, donc dans toute la bande sahélo-sahélienne, on a installé, si vous voulez, des mouvements djihadistes qui visent d'une part à contrôler tout le Sahel et de l'autre part à contrôler le golfe de Guinée. Pourquoi? Parce que la Chine, aujourd'hui, est devenue la première puissance économique mondiale. Vous avez la Russie également avec les pays qu'on appelle du BRICS, donc les pays du pôle émergent, qui visent, eux, à balancer le leadership des États-Unis et véritablement à imprimer un nouvel ordre international. Ok? Et les États-Unis et l'Union européenne, etc., qui sont leurs satellites, eux, dans leur perspective de mettre la main sur les richesses stratégiques qui constituent le gros
de leur industrie d'armement, il ne faut pas oublier que les États-Unis sont dominés essentiellement par le complexe militaro-industriel. Il n'y a pas véritablement de démocratie dans ce pays. Et donc, pour eux, le Nigeria apparaît comme un pays central à contrôler. Mais pour le contrôler, il faut pouvoir le diviser. Ok. Maintenant, Boko Haram, vous avez... Gligli sur ce point. Oui, mais Boko Haram, vous avez deux types de Boko Haram. C'est-à-dire dans le cadre de ce qu'on appelle une délégation de mission impériale. C'est-à-dire que vous avez le Boko Haram américain qui lui opère à partir du Nigeria, et puis la version française qui, elle, est au Cameroun. Donc, à partir de ça, vous avez quoi? Vous avez... C'est une analyse intéressante. On apprend qu'il y a deux Les Boko Français, Haram. il faut pas oublier que, historiquement, les Français ont toujours voulu installer une base militaire au Cameroun. Pourquoi? Parce que le Cameroun fait partie d'un des pays qui a quand même un certain nationalisme depuis la guerre des années 50, etc. Il y a deux pays qui leur ont résisté. Il y a le Mali, de Modibo Keïta, en Afrique francophone, j'entends, et puis le Cameroun de l'autre côté. Ces pays ont refusé des bases militaires françaises. Et donc, vous allez voir que depuis janvier 2013, où Hollande, dans le cadre de la mission Serval, a quasiment créé une base militaire à Serval, donc dans le nord Mali. De l'autre côté, les actions de Boko Haram dans le nord Cameroun visent également à créer une base militaire au Cameroun. Pourquoi? Parce que le Cameroun, il faut tuer dans l'œuf le nationalisme camerounais, d'une part, et puis il vaut mieux diviser ce pays-là et en faire des États croupillons aux mains des puissances coloniales. On va finir parce que je vois l'heure passer, on va arriver au Togo. Mais pour terminer sur cette question du Nigeria, cette analyse-là, elle peut créditer la thèse du fait que Boko Haram, aujourd'hui, Dominique Alizou, frappe de partout. On se demande comment est-ce que, ou d'où ils tiennent la capacité de frappe. Aujourd'hui au Tchad, demain au Cameroun. Aujourd'hui, on a encore annoncé 7 morts, 7 soldats nigériens décédés, tués. Mais est-ce que, quand vous écoutez cette analyse-là, est-ce que ça ne crédite pas justement cette thèse-là, quand on analyse les choses de façon logique, Dominique Alizou? Ouais, je souris à écouter mon ami Olivier Fado, parce que là, qui rejoint en partie ce que Amorin aussi disait tantôt, mais je me dis, quelle est la responsabilité des Africains? Bon, aujourd'hui, par exemple, vous prenez les Américains, les Français, tous disent lutter contre le terrorisme. Et vous voyez encore ces pays derrière constituer le soutien. Mais vous-même, vous affirmez qu'ils disent. Ça, c'est ce qu'ils disent. Et ils le font. Ah, vous croyez qu'ils le font véritablement? J'espère. Vous espérez, donc vous n'êtes pas sûr alors. Moi, je vais vers une source interne de la naissance, de la création de Boko Haram. Boko Haram est né après la mort de Yaradua. Parce que le PDP, qui est un parti État pratiquement, au Nigeria, je voudrais, quand vous le disiez tantôt, les gens disent que oui, good luck parce qu'il veut échouer. Mais je vous dis qu'au Nigeria, le PDP a toujours gagné des élections. Et j'ai rencontré un confrère nigérien qui m'a dit, il y a certains bureaux de vote qu'on n'ouvre jamais, mais dont on a toujours les résultats. Le PDP, c'est une machine à gagner toujours les élections. Et que Buhari, qui est un musulman très austère, très dur, ne fait pas l'unanimité au niveau du Nigeria. Et ça, beaucoup... Donc vous accréditez la thèse de Gligli qui dit que les élections, finalement... Non, là-bas, non, ça c'est clair qu'au Nigeria, le PDP a toujours gagné les élections. Même malgré le départ de Obasanjo et autres, la machine PDP est derrière. Le fait que la machine PDP est derrière Goodluck, il est parti pour gagner. Seulement, il y a un problème que nous ne voyons pas. Actuellement, je pense que Goodluck est sur deux schémas. Soit le Nigeria s'explose, et là, ils font sécession parce que c'est la première fois aussi qu'un Igbo est président du Nigeria. Sinon, les autres fois, c'est les Aoussa. Non, c'est pas un Igbo. C'est pas un Igbo, hein. Il est bon. Il est du sud. Il est du sud. Il est de Bayelsa, c'est un river. C'est pas un Igbo. C'est toujours c'est les mêmes, les Bayelsa. Non, c'est l'État. Je vous dis que Bayelsa n'est pas loin des États de Igbo. Oui, bon, mais ce n'est pas un Igbo. C'est pour vous dire que c'est la zone pétrolifère, si vous devez parler ainsi. Alors, vous vous rappelez que l'ancien directeur de la BCAO avait dit quelque chose en tout temps. La BCAO ou la Banque centrale? De la Banque centrale nigérienne. Bon, excusez-moi, comme je suis francophone. Qui avait dit qu'il y avait la disparition de 20 milliards de dollars. Tout à fait. Et qu'on ne sait pas où est parti cet argent. Entre-temps, la presse nigérienne a dit, ah oui, que Goodluck a acheté beaucoup d'armes pour équiper le Sud.
Bon, maintenant, est-ce que dans cette velléité où le pouvoir toujours est au maître a été toujours maître des nordistes, et beaucoup plus les officiers, les généraux sont également du Nord. La troupe est constituée de beaucoup de militaires du Nord. Et l'histoire de Boko Haram. Est-ce que si entre-temps, cette nébuleuse de Boko Haram prenait de l'ampleur et que on allait à un moment où on n'organisait pas les élections, on allait à la fin de son mandat, c'est-à-dire il risque d'avoir un vide juridique. Et ce vide juridique peut créer beaucoup de situations où des gens peuvent dire, bon, ok, on crée une transition, Good Luck dégage, on met en place une transition. Ou bien l'armée, ou bien les officiers du Nord peuvent vouloir également prendre le pouvoir. Donc il peut y avoir beaucoup de situations, mais c'est pourquoi je dis il faut véritablement faire très attention. Aujourd'hui, le Nigeria a près de 200 millions d'habitants. Si ce pays-là s'explosait, mais c'est que nos États auront tous les problèmes de ce monde, parce que 200 millions d'habitants déversés dans nos États en Afrique de l'Ouest, ça serait vraiment difficile. J'ai lu beaucoup de journaux aussi qui avertissaient contre la tentative de coup d'État et même de guerre civile qui peut avoir lieu dans ce pays. Donc, je crédite beaucoup plus la source des mots au niveau des Africains que de voir très loin les impérialistes qui déjà sont dans ce pays, et puis déjà ce pays, puisque les grandes sociétés de pétrolifères, c'est les Exxon, Shell, Total et autres là, déjà, ils font leur business déjà. Donc je pense que quelque part, le Nigeria stable les arrangerait mieux qu'un Nigeria totalement en lambeaux. En fait, oui, moi je pense que c'est... Deux petites précisions et on va finir parce qu'il nous reste une demi-heure pour le Togo. Moi je pense que c'est la reconquête de la recolonisation de l'Afrique. Pourquoi subitement il y a cette agression des peuples de la sous-région? Posez-vous la question. C'est surtout, comme l'a dit Olivier, c'est pour pouvoir chasser la Chine de l'Afrique et puis mettre la main sur les réseaux, les gisements d'uranium au Niger et au Mali. Donc il y a en fond sonore, en fond, une conquête de nos gisements et surtout écarter la Chine de l'Afrique. Et posez-vous la question, pourquoi subitement on en vient à agresser nos peuples? Pourquoi? Dernière précision. Avant d'aller dans un autre pays où les multinationales sont aussi présentes. Oui, mais je vais faire rapidement un lien avec ce que Dominique dit. C'est-à-dire que lorsqu'on viendra sur le cas togolais, j'espère qu'il sera cohérent envers lui-même et il pointera la responsabilité politique directe du régime en place constitué du clan Nyasingbe. C'est pas le même contexte. Mais on va y arriver. On va pas commencer le débat. Je pense que tu parleras aussi de la machine. Je commence le débat. Que tu parleras de la machine à gagner. Oui, attendez. Un instant. Laissez Olivier Fado terminer. Juste terminer sur la question nigériane en disant que on n'a pas du tout parlé de la Libye. L'implosion de la Libye a accéléré également la déstabilisation de toute la bande sahélienne et du Nigeria. Il ne faut pas oublier que on va préparer un dossier là-dessus. On n'a pas surtout parlé du rôle de l'armée tchadienne dans cette lutte contre Boko Haram. Pourquoi? Parce que le Cameroun a été interdit de rentrer sur le sol nigérien, par Good Luck Jonathan, qui est véritablement un traître à la cause des Africains. Il ne faut pas oublier que c'est grâce à Amadou Ahidjo que le Nigeria aujourd'hui est encore un État viable, parce que dans les années 60, donc en 67, lors de la guerre du Biafra, c'est lui qui a interdit à l'armée française et puis au réseau de la France-Afrique, Oufoué, Bongo, etc., d'utiliser le Cameroun comme base arrière pour déstabiliser le Nigeria et mettre la main sur l'État d'Enugu, qui était à l'époque le Biafra. Le Biafra, oui. Avec Ojukwu, etc. Ce qui va se passer, c'est qu'aujourd'hui, le même Good Luck Jonathan permet à son pays, donc il a une relecture complètement anachronique de l'histoire, il permet à son pays d'être la base arrière pour déstabiliser et déstructurer le Cameroun. Heureusement que vous avez les forces de Déby, il faut le signaler. Déby a pris cette question à bras le corps depuis le sommet de décembre à Dakar, où il a envoyé, plus de 5000 hommes qui pénètrent aujourd'hui au Nigeria, qui nettoient
Boko Haram, et également au Niger, il faut le dire, et toute la zone du Mali. Donc c'est pour dire qu'on peut être dans les réseaux de la France-Afrique, mais il y a des contradictions internes, et il y a même des rivalités internes qui permettent certains espaces de liberté pour des gens comme Déby de faire avancer d'autres agendas qui sont des agendas d'une part panafricanistes. On va arriver tout de suite au Togo, où il y a des contradictions internes, y compris au sein du pouvoir, parce que des informations assez intéressantes sont apparues cette semaine. Le Togo qui se retrouve à nouveau devant un carrefour historique important. Le jeu politique se complexifie. En effet, la lecture de ce jeu politique est de plus en plus difficile pour les non-initiés, car si on pensait que l'opposition togolaise était fragmentée sur les alliances électorales, mais aussi sur la ligne politique, on le verra, à adopter, on découvre qu'au sein du parti au pouvoir, il y aurait également des grincements de dents. Et comme si cela ne suffisait pas, il y a une crise sociale aiguë qui s'agrège à la crise politique, puisque des milliers d'élèves du primaire et du secondaire ont déferlé dans les rues de plusieurs villes du pays pour exprimer leur mécontentement, et ils ont bloqué, paralysé complètement le pays. Alors, commençons par la crise au sein du pouvoir. Les journaux togolais nous rapportent la démission forcée de membres de la CENI désignés par le pouvoir lui-même, Union pour la République, cause officielle invoquée, une faute grave, sans qu'on ne nous donne la vraie signification de la faute grave. Alors, quelques titres. Ouattara les vainqueurs, nos confrères de Ouattara les vainqueurs. Démission inattendue des représentants du NIR à la CENI. Y a-t-il des soucis au sein du parti présidentiel? L'alternative écrit ceci de notre ami, dont j'oublie, de Ferdinand Haïté. CENI, donc Commission électorale nationale indépendante, cafouillage monstre au sein du NIR, Fort ressuscite le RPT pour sauver son régime. Yendia, Yentchabré et Boutora Takba, deux nominations qui trahissent la fébrilité du pouvoir en place. Alors, chers invités, cette démission forcée montre-t-elle que certains membres du parti au pouvoir ne veulent pas que le président Faure Gnassingbé ait la même mise sur le jeu électoral, Maurice Gliglia-Morin? Vous savez, nous avons eu suffisamment de preuves de la mauvaise foi de ce régime. Cette comédie qu'ils nous montrent pour dire au monde entier qu'ils sont des démocrates est un faux problème. Ils ont fait démissionner les gens pour nous signifier qu'ils sont aussi des démocrates, alors que nous sommes sous une dictature de plus de 50 années. C'est un jeu, c'est une comédie qui est jouée. C'est une comédie, parce que au RPT, tout ce qu'ils font a d'autres valeurs en termes d'analyse politique. Vous avez dit au départ une démission forcée. En bon français, on dit simplement démission ou bien une exclusion. On ne peut pas démissionner forcément. On peut vous contraindre à démissionner, mais on ne démissionne pas forcément, ou bien par la force. C'est un jeu pour montrer qu'ils sont en démocratie. Nous, au niveau de Togo en lutte, nous appelons les peuples à s'organiser pour le renversement de la dictature de Gnassingbé. Donc, clairement, vous appelez à la même mobilisation qu'au Burkina Faso. Mais le Togo a déjà expérimenté ce que le Burkina a fait. Simplement, nous ne sommes pas allés jusqu'au bout de notre révolution. C'était une révolution trahie. Mais tous les ingrédients, les conditions subjectives et objectives étaient réunis en 90. Et nous étions dans la rue parce que nous n'avions pas d'expérience. Nous avions confié la direction de ce mouvement à ces soi-disant opposants que j'appelle podosans. Parce qu'ils respirent. Voilà, il faut expliquer aux auditeurs. Parce qu'ils respirent et réfléchissent par leur tube digestif. Donc podo, c'est ventre. Voilà. Et le substantif zan. Voilà. Podosan veut dire ceux qui réfléchissent par le tube digestif. Et tous sont disqualifiés au même titre que le pouvoir en place. Nous en avons assez. Nous allons revenir sur l'opposition juste après. Une réaction de Dominique. Dominique d'abord et puis Olivier après. Et on arrive à l'ANC et à l'opposition. Ouais, j'ai un peu souri quand mon frère parle encore de la dictature. Je ne sais pas s'il est encore venu à Lomé. Pourquoi est-ce que pour vous, ce n'est pas une dictature, justement? Où est-ce qu'on a tué Taviu Amorim? C'est quoi la dictature? Où est-ce qu'on a tué Marc Ati Depé? J'ai dit oui. Et en quelle année et qui l'a tué?
est-ce qu'on a tué? Vous appréciez le fait qu'on a assassiné quelqu'un en termes de durée? Et c'est notre histoire, je n'apprécie pas, mais ça s'est passé ainsi. Mais dénoncez au moins, dénoncez cela. Nous l'avons dénoncé, personne n'a applaudi à la mort de ton cousin Tavia Morin. Nous avons tous dénoncé et regretté que des Togolais meurent pour ça. Mais aujourd'hui, ce contexte-là est révolu. Comment? En quoi c'est révolu? Depuis les événements de 2005. Mais les assassinats continuent toujours. On a encore assassiné qui, s'il vous plaît? On a assassiné Yokano ou bien Yokano, c'est ça? Et on vous a dit que c'est le membre de la Vidada qui est proche. Gaston Vidada qui est proche du régime. Agbogli a été assassiné. Je dis Gaston Vidada qui est proche du régime. Et vous soutenez le régime de l'avoir assassiné. Bon, mais Atoussé Agbogli. Mais justement, j'ai une question là-dessus. J'ai une question là. Pourquoi est-ce que ces assassinats n'ont pas été résolus jusqu'aujourd'hui? Jamais. Mais aujourd'hui, les enquêtes se poursuivent aujourd'hui. Non, mais je ne parle pas le procès même de Vidada devait passer devant le tribunal et il y a eu l'un des criminels qui a fui et que la justice a exigé qu'il soit mis aux arrêts avant d'aller à ce procès. Non, laissez-moi préciser ma question. Quand on parle de Amorin, c'est devenu une référence pour la jeunesse togolaise. Ça, vous l'admettez avec moi. D'accord avec vous. Que ce soit dans la diaspora ou que ce soit au pays. Vous avez aujourd'hui des jeunes qui vont de façon hebdomadaire sur la tombe de Tavia Amorin parce que c'est une référence. Ce crime n'a jamais été élucidé. C'est clair. On a on a des supputations. On a il y a eu des preuves qui ont montré qu'il y avait des gens sur place qui ont assassiné. C'est moi qui ai gardé l'arme dont on s'est servi l'assassin. Est-ce que ça, par exemple, le fait que ce ne soit pas élucidé, ne soit pas la preuve que nous sommes toujours dans une dictature, comme il le dit? En fait, nous quittons d'un débat à l'autre, puisque... Oui. Recentrer le débat. Recentrer le débat. Tu voudrais... Terminez votre argumentation là-dessus. Vous affirmez que nous ne sommes plus en dictature. Oui, nous ne sommes plus en dictature parce que, aujourd'hui, par exemple, prenons le cas de l'assassinat de Tavia Morin. Aujourd'hui, la commission Vérité, Justice et Réconciliation a travaillé là-dessus. Et il y a eu des témoignages, des révélations, et tout est consigné dans le livre blanc de la CVJR. Donc, c'est déjà quelque chose de réel qui est là. Et que aujourd'hui, je ne sais pas quel Togolais peut applaudir de la mort de Tavia Amorin. Nous tous, nous le regrettons, nous tous, nous connaissons Tavia Amorin. On était encore jeunes quand, dans sa fougue de la jeunesse, nous l'apprécions, ses interventions, ses discours, oui. Quand il a été assassiné, nous avons tous réagi. Aucun Togolais n'a applaudi pour ça. Ça, il faut le dire. Maintenant, la réalité, pourquoi nous ne sommes plus dans la démocratie, dans la dictature? C'est quoi la dictature? La dictature, pas de liberté de presse, pas de liberté de création de partis politiques. Tout le monde regarde dans la même direction. Et ça, c'est les éléments fort de la dictature. Mais aujourd'hui, tous ces verrous-là sont sautés. Il y a la liberté d'expression à Lomé. Le débat que nous faisons ici est 1000 fois mieux fait, même à Lomé. Vous suivez sur les YouTube, sur les images, vous voyez, sur les télévisions, les chaînes de télé, dans les studios radio, vous voyez tout ça là. Donc ça voudrait dire que la liberté est un acquis aujourd'hui. C'est un élément. Donc ce n'est pas une comédie. La démission des membres de la CENI, du pouvoir, ce n'est pas une comédie. Vous posez des questions. Non, je ressens le débat. Bon, si tu veux qu'on revienne à la démission des hommes de... Rapidement, et puis on passe à Olivier Fadou. En fait, c'est un problème interne du parti. Mais c'est un problème en interne, si. En interne. Ils se sont rendus que non, leur action au sein de la CENI n'est pas normale, où il y a des failles, où il y a des... Le parti a un droit de les remplacer. C'est comme l'ANC pouvait également dire, ok, je remplace 2 ou 3 de mes représentants à la CENI. Je pense que ça ne crée aucun problème, ça ne crée aucun problème au niveau de la CENI. Donc je pense que c'est vrai que ça explique qu'il peut y avoir des problèmes au niveau en interne au sein du parti. C'est possible. Donc je pense que si, évidemment, ces problèmes, il y a quelques petits problèmes au sein de ce parti, l'impact a été peut-être de leur demander de s'éclipser pour positionner d'autres personnes qui peuvent mieux travailler pour le compte du parti. Donc moi, je pense que quelque part,
ce n'est pas un scandale. C'est un truc normal. Et que peut-être, je sais pas, comme c'est au sein de l'UNI, que ça crée polémique, si c'était peut-être au sein de l'ANC ou bien du cas des représentants du cas, personne ne dira mot. Oui, Olivier. Oui, je pense que il faut être quand même sérieux, mon ami Dominique. Lorsqu'il me dit que le Togo n'est pas une dictature aujourd'hui, j'ai de la peine pour les citoyens togolais qui sont éléments de dictature qui sont tués, qui sont assassinés et dont la justice n'élucide jamais. Au Bénin, tous les crimes ont été élucidés. Dominique, vous vous êtes exprimé, laissez Olivier. Je pense ailleurs, même en France, en Belgique, il y a des crimes non élucidés. Oui, mais sauf que l'un des éléments fondamentaux qui caractérise une dictature, c'est l'usage abusif de la force répressive. Aujourd'hui au Togo, l'ossature, l'ADN du régime en place, c'est l'utilisation à des fins criminelles et abusives de la force de l'État. Donc l'armée, les milices et la garde prétorienne présidentielle. C'est extraordinaire. Okay. Ce qui se passe aujourd'hui, au cours des manifestations. Attendez. Dominique, vous allez répondre après. Le rapport de 2005 de l'envoyé spécial des Nations Unies au Togo, Doudou Diène, sur les violences post-électorales au Togo, montre clairement un usage abusif et criminel de la force publique. Vous avez par exemple le major Kouloum, qui s'est singularisé par des assassinats et des crimes notamment dans la région de Palimé, Atakpamé, etc. Tout ça, on a jugé qui? Donc aujourd'hui, en plus de ça, vous avez une caporalisation des institutions de la République aux mains d'un seul clan. Ok, vous me parlez de la presse, etc. Mais vous avez aujourd'hui une imbécilisation de la presse togolaise par la HAC. Dès que vous sortez de ça, la haute autorité de l'audiovisuel, qui est aux mains de qui? Kokou Tozun, ancien ministre de la Justice, etc. Vous avez 150 millions de francs CFA. Non, 75 millions. 75 millions qui doivent être répartis au niveau de l'ensemble de la presse, comme aide de l'État à la presse. Mais vous blaguez, quand vous avez des pays comme le Bénin où c'est plus du milliard, aujourd'hui vous avez un seul clan qui a fait main basse sur le pays économiquement au niveau du port. Le port a été donné à Bolloré, sans appel d'offres et sans débat public au niveau du Parlement. Olivier, on va tous ces éléments nous montrent clairement qu'on a un régime dictatorial, sanguinaire, dont l'ADN est l'utilisation de la force armée pour se maintenir. D'accord. Je veux juste... Non, on va par tour de rôle. C'est au tour de Maurice Guigli et vous allez pouvoir répondre. Moi, je voulais demander qu'est-ce qui a changé depuis la mort de l'autocrate Étienne Eyadema au Togo. Par définition, la dictature, c'est la fermeture systématique des radios libres, l'embastillement des citoyens, l'assassinat des hommes politiques. Sous Faure Eyadema, nous avons tout cela. Les crimes économiques et les crimes de sang. Le Togo est sous la coupe d'une dictature que nous devons renverser avant de parler d'élections, de scrutin libre et démocratique. Voilà, justement. Nous sommes sous la coupe d'une dictature. Justement, au Togo. Justement, Maurice depuis 1963, pris par le fils de l'autocrate, Faure Gnassingbé, venir nous dire que le Togo est en démocratie est une insulte pour la mémoire des vaillants peuples du Togo. Nous sommes écœurés de constater que partout il y a des réfugiés politiques. Pourquoi les gens ne rentrent pas chez eux? Ce n'est pas parce qu'on est dans les allées et les couloirs du pouvoir qu'on doit venir nous rencontrer, que le Togo, c'est la France, la Belgique, il y a des crimes. Le Togo n'a rien à voir avec la France. Le Togo n'a rien à voir avec la Belgique. Le Togo est sous la coupe d'une famille auquel s'est adjoint un certain J-Christ qui a trahi les idéaux de son père. Mais justement, c'est intéressant. J'en profite pour qu'on avance dans le débat. Vous allez en profiter pour répondre à Olivier, puisque manifestement vous voulez le faire. Du côté de l'opposition, c'est aussi, et je donnerai la parole à Maurice après, c'est aussi, voilà, c'est aussi le cafouillage, puisque certains en appellent déjà au boycott.
comme le Comité d'action pour le renouveau de Dodi Apevon. La plus grande coalition de l'opposition pour ces élections, CAP 2015, a perdu la moitié de ses membres en raison de querelles internes. Et enfin, une troisième voix, qui est exprimée ici par l'intermédiaire de Maurice Moutawakilugli, souligne la nécessité de mobiliser le peuple pour une insurrection comme au Burkina Faso. L'opposition n'est-elle pas en train de construire un boulevard pour faciliter finalement la réaction du chef de l'État? Bon, ça dépend de ce que notre lecture de la chose. D'abord, avant de répondre à ta question, je brièvement, réponse brève. Il faut dire à mon ami Olivier Fado qu'il ne sert à rien de vouloir ramener certains faits anciens qui ont trouvé, d'une manière ou d'une autre, des solutions appropriées en ce moment. Je parle de la situation de 2005. La situation de 2005, le rapport de Doudou Dieng, tout ça là, ça a été versé à la CVJR qui a travaillé là-dessus, qui a essayé de trouver des approches de solutions dans un livre blanc qui est aujourd'hui là au Togo. Donc ça, on peut pas se baser toujours sur ça pour dire que ouais, au Togo, mais en 2006, on ça menace, on capote. Je dis non, aujourd'hui, les manifestations au Togo se déroulent sans problème. Et si, je dis oui. Vous en êtes sûr? Je dis, quand ça veut dégénérer, il y a, comme dans des grandes démocraties, notamment en France ou en Belgique, quand une manifestation dégénère, il y a la réaction de la police ou bien des forces de sécurité pour maintenir de l'ordre, pour revenons à l'opposition. La manifestation. Et généralement, depuis un certain temps, il n'y a l'opposition jamais eu, c'est peut-être quelques petits blessés, pas de morts. Et donc, tu ne peux pas dire aujourd'hui, affirmer ici à quoi a servi les conclusions de la CVRJ? Aujourd'hui, on a créé un ministère plutôt, qui est chargé, évidemment, de mettre en accord avec les partenaires, parce que les résolutions de la CVRJ, il y a beaucoup de paramètres dans cette résolution, notamment le côté financier. Et donc, le ministère est en train de travailler avec le soutien des partenaires pour amorcer la mise en exécution de ce livre blanc qui est disponible. Il nous reste une dizaine sur l'opposition, rapidement, et je passe la parole à Olivier. Mais aujourd'hui, je pense que, que mon ami Amorin appelle le peuple à descendre, ou bien appelle le peuple à l'insurrection. D'ailleurs, l'insurrection, on n'appelle jamais à l'insurrection, c'est un truc spontané. Et comme les Togolais baignent depuis un certain moment dans la démocratie, donc les gens ont appelé, ont tenté, j'avance là toujours martelé sur les médias, nous appelons le peuple à l'insurrection, mais ça n'a jamais abouti. Bon, maintenant l'opposition elle-même, mais c'est l'ANC avec son CAP 2015 qui a bien dit, pas d'élection, et pas de réforme, pas d'élection. Et subitement, elle dit non, bon, on peut maintenant, nous participons à ces élections, même sans réforme. Et ça a aujourd'hui déstabilisé même certains militants qui ne se retrouvent pas. Et vous allez voir, et Abbas Kaboua qui a claqué la porte au CAP 2015, et il y a également d'autres personnes, Maître Afang Bédi. Et donc, c'est pour vous dire quelque part qu'au niveau même de l'opposition, j'aurais souhaité que mon ami et mon frère Amorin puissent venir au pays, aider l'opposition à s'organiser mieux, à laisser leur Lui, il ne croit pas dans l'opposition, justement. Il ne croit pas dans l'opposition. Ben justement, malheureusement, le Togo est un État où, bon, pour accéder au pouvoir, c'est pas la voie des urnes. Bon, tu ne crois pas à cela, tu dis tu veux l'insurrection. Malheureusement, l'insurrection ne se décrète pas. L'insurrection, c'est une volonté populaire. Mais comme le Togo n'est pas dans une situation de crise, c'est vous qui voyez que au Togo, nous sommes martyrisés, non, au Togo, nous sommes totalement libres. Bon, c'est votre position. Venez à Lomé, vous serez surpris de voir les Togolais vivre dans une liberté totale. Et c'est en cela, j'invite aussi mon ami Olivier Fado, qui pense que le pays est caporalisé. Oui, Dominique Alizou, oui. On a bien entendu votre position. Olivier ne s'est pas encore exprimé sur cette question. Et je vous donnerai la parole. Vous aurez un dernier tour de parole avant la fin de l'émission. Olivier Fado. Non, juste préciser un élément. C'est-à-dire que, il dit que les voies démocratiques ou des urnes sont les seuls moyens pour accéder au pouvoir. Mais il n'a pas du tout une lecture objective même de sa propre histoire politique. Ne répondez pas encore. Puisque le régime RPT uni n'a accédé au pouvoir que grâce au crime du sang. Jamais de façon démocratique. En 50 ans de pouvoir qu'ils ont confisqué, il n'y a jamais eu de passation de charge entre
un élu démocratique et puis peut-être un successeur. Depuis les années 60, soit depuis 63 ou depuis 60, date d'accession à l'indépendance du Togo, il n'y a jamais eu de transfert pacifique d'une charge publique à une autre, donc d'un président à un autre au Togo. Jamais. Donc, ce qui veut dire clairement que les modes d'accession au pouvoir au Togo, ce sont des modes de type sanguinaire, de type criminel. Alors, quand il parle aujourd'hui de cela, est-ce que nous devons répondre à l'imbécilisation et à la criminalisation de l'État et des citoyens par un clan en prétextant utiliser les voies démocratiques ou les voies pacifiques? C'est un non-sens dans la mesure où même la Déclaration internationale des droits de l'homme nous permet d'avoir à un moment donné, lorsqu'on a en face de nous un régime sanguinaire autocratique, l'insurrection populaire devient la plus légitime des modes d'accession ou de renversement de cette tyrannie. Aujourd'hui au Togo, nous avons la tyrannie d'un clan. Nous avons compris votre position. Ok, mais oui, juste terminer rapidement. Pour finir une chose à propos de l'opposition togolaise, évidemment. Voilà. Oui. Si le régime se maintient en place, c'est évidemment parce qu'il y a une faiblesse au niveau politique de l'opposition. Ça, il y a plusieurs raisons. Le temps ne nous permet pas ici d'entrer. Mais juste, ce qu'il faut dire, c'est que on n'a pas du tout abordé la question exogène de la crise togolaise. C'est-à-dire que le rôle de la France, le rôle de la CEDEAO et le rôle des pays de l'Union africaine. Si le clan Gnassingbé s'est maintenu durant toute cette période, si j'en crois les réflexions de Tavio Amorin, c'est essentiellement dû à l'aide française, d'une part, et puis à l'aide de la CEDEAO. Le rôle qu'a joué Obasanjo dans la crise togolaise et le maintien de ce clan-là aujourd'hui mérite d'être cité et dénoncé. Mais j'ai une question, vous allez embrayer là-dessus. Vous avez parlé de l'insurrection populaire. Oui. Comment est-ce que vous la mettez en œuvre? Vous savez, le Togo a déjà expérimenté cette voie de changement. C'était en 90. Mais nous avions manqué d'une direction conséquente anti-impérialiste qui devait conduire le mouvement jusqu'au terme. Ce qui s'est passé au Burkina Faso, c'est l'organisation de la rue. Ce n'était pas un peuple des fuyards, ni un peuple des guerriers. Si le Togo a déjà expérimenté cette voie de changement, cela veut dire que nous pouvons reprendre cela, l'améliorer et conduire cette insurrection jusqu'à son aboutissement. Vous dites qu'on n'appelle pas à une insurrection. On appelle à une insurrection. On appelle les peuples à s'organiser pour bouter dehors l'adversaire ou l'ennemi qui l'opprime, qui l'offense, qui le tue. C'est ce que nous sommes en train de faire modestement. Vous me demandez de venir à Lomé. Je ne vais pas vous demander une permission avant d'aller à Lomé. Le Togo, c'est mon pays. Quand je serai prêt, j'irai. Mais sachez que pour faire la révolution, nous avons l'aspect extérieur et l'aspect intérieur de la lutte qui doivent être conjugués en vue du renversement de la situation. Le Togo fera sa révolution. Par définition, la révolution, c'est le changement, le bouleversement total. Et les conditions sont pratiquement réunies. N'eût été cette opposition de faux opposants, de faux amis, le Togo connaîtrait depuis sa révolution. Parce que de l'ennemi à défaire et à abattre définitivement, ils en ont fait des interlocuteurs, parlant avec lui, dialoguant avec lui, proposant des réformes avec lui. Nous n'en sommes pas là. Nous disqualifions et le pouvoir et cette opposition. Et nous demandons à notre peuple, avec ses vrais dirigeants, de prendre le pouvoir par la rue. Et cela va se faire parce que nous nous acheminons vers cela. Je pense qu'on a compris votre position. Dominique, justement, à vous maintenant. Oui, juste, je vais vous poser une question, comme ça vous allez embrayer et nous arrivons pratiquement à la fin. Mais, par exemple, nous avons dit dans le journal que le Mali vient de reconnaître un statut de l'opposition. Au Burkina Faso, il y a eu un statut de l'opposition. Les partis politiques sont financés. Mais quand on voit la question de l'opposition, on parlait de l'imbécilisation, on en a parlé hors antenne, de la presse et de l'opposition,
on a l'impression qu'au Togo, l'opposition n'a aucun statut finalement. Il y a eu un statut qui a été quand même adopté. Oui, mais dans les faits. Le décret d'application, mais avant même la mise en place de la prise de ce décret d'application, les élections de 2010 et les élections de 2013, l'opposition a été financée. Et je pense pour ces élections également, ils seront financés. Mais, enfin, ce que moi je voudrais dire, je voudrais rapidement et agencer pour dire que oui, le Togo, il n'y a jamais eu de passation. Ça, c'est un fait. Dans le sang et autres. Mais c'est un fait. Je vous dis que moi, je veux que mon ami Olivier Fado oublie l'histoire de 2005. C'est un fait historique qui est là. Mais on ne peut pas mais est-ce que vous admettez le Togo a évolué. Attendez. Non, j'ai une question. A évolué. Une question de précision. Pour avancer, il faut partir du passé. Oui. D'accord. Maintenant, qu'on a évolué, pourquoi ne pas? Vous êtes en contradiction vous-même, puisque vous dites que pour accéder au pouvoir, il faut accéder de façon démocratique. Oui. Mais et ceux qui sont là? Il y a eu déjà des élections. Non, ceux qui sont là, ils ont accédé comment? Ceux qui sont là. Oui, Fort a accédé comment au pouvoir? Oui, c'est pourquoi je vous dis, en 2005, il y a eu une situation que je reconnais. Ah, ok. Mais je dis, depuis 2005, et la première élection acceptée par la communauté internationale, c'est l'élection de 2007, l'élection législative de 2007. Puis l'élection 2010, l'élection présidentielle de 2010, que la communauté a également apprécié la clarté, la transparence du scrutin. Et l'élection de 2013. Aujourd'hui, je dis, nous sommes dans cette dynamique où il n'y a plus de morts, ni de blessés, ni de réfugiés. Non. Les élections maintenant se déroulent dans de très bonnes conditions, dans une ambiance, même quand bien même il y a des contestations, ces contestations sont à la limite gérées, acceptées et le Togo avance. En 2017, il y a eu combien de mois après les élections? Il n'y en a pas eu. En 2010, après l'élection présidentielle, il y a eu combien de mois? Il n'y en a pas eu. Donc c'est pour dire à mon ami Olivier Fado que l'histoire de ce qui s'est passé en 2005 est révolue. C'est notre histoire. C'est une réalité, ce qui s'est passé, nous sommes d'accord. Mais depuis, le Togo a fait un grand pas vers l'amélioration des conditions d'élection au Togo. Nous avons... Et donc, acceptons que le Togo évolue. Maintenant, s'agissant de l'insurrection, je dis à mon ami, à mon frère Amorin, que on a décrété, on a appelé le peuple à l'insurrection. La dernière fois, c'était Maître Ajavon qui demandait de marcher chaque jour. Mais Ce ne sont pas eux qui vont faire la révolution. Je vous dis qu'à cette marche, il y avait à peine 200 personnes et finalement, les organisateurs ont compris que le peuple n'est plus dans ce schéma. On a compris votre peuple voit des évolutions qualitatives et quantitatives que nous avons sur le terrain. Dominique. Donc, ce n'est plus ça sa préoccupation majeure. Aujourd'hui, si tu refuses de croire ou de voir les faits réels que nous vivons au Togo, mais c'est vraiment dommage. Oui, c'est bon. Je t'invite à venir à Lomé vivre la réalité pendant cette période Dominique Alizio, on a compris votre point de vue. Je pense que vous avez très bien expliqué votre position et le fait de revenir 2 fois, 3 fois là-dessus, ça permet de comprendre. Mais on a compris votre position. Ouais. Maintenant, on a compris que pour vous l'insurrection n'est pas une solution. On va achever par Olivier Fado et l'ancien de la maison va clore donc et moi, je le débat. Plus la parole. Mais vous êtes... Tu n'as pas commencé par moi, en fait. Vous êtes exprimé. Vous êtes exprimé, cher Dominique. Oui, allez-y, on va conclure. Olivier Fado. Non, je pense que quand il dit que tout marche au Togo, évidemment, on a occulté la question économique et sociale. On n'a pas eu le temps de l'aborder. Le panier de la ménagère au Togo. Les Togolais aujourd'hui ne mangent pas à leur faim. Le bilan de Faure Gnassingbé est catastrophique sur ce plan. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a l'aggravation de la pauvreté sociale. Je vous invite à lire les travaux de l'historien et économiste togolais, comment il s'appelle? Yves Ekwe Amaïzo. Non seulement Yves Ekwe Amaïzo, mais l'ancien qui a côtoyé Kwame Nkrumah, etc., qui était à l'UFC à un moment, le doyen. Donc, Tété Godwin qui a écrit un livre, Le développement pernicieux du Togo. Il y a aujourd'hui la mendicité aujourd'hui dans ce pays. Donc c'est pour vous dire que Faure a préciser quelque chose par rapport à ce que vous dites. Comme on n'a pas abordé la question sociale, les syndicats ont dit
ont affirmé, et c'est une vérité, le gouvernement l'a reconnu, que la grille indiciaire, la grille indiciaire, qu'on appelle ici généralement l'indexation des salaires, n'a pas bougé depuis 1994. Mais oui, mais oui. C'est quand même un problème. Mais oui. Alors les syndicats... Les discussions ont aujourd'hui évolué. Oui, non, il termine. Je lui ai pris la parole, il termine. Et les syndicats, c'est certainement Olivier Fado qui les influence pour faire une telle déclaration. Hein? Mais non, soyons sérieux et voyons aujourd'hui que le gouvernement togolais ne représente pas... Les gens mangent à leur faim. C'est seulement au Togo qu'on mange Dominique. Mais Dominique, un problème réel à la fin. C'est la fin. Je pense qu'aujourd'hui au Togo, nous devons inviter toutes les forces vives. Ce pays. Et les amis du Togo surtout, parce que la question togolaise est également une question béninoise. Ouais. Je vous rappelle que toutes les fois que le Togo a été en crise, le Bénin également a connu plus qu'un afflux massif de réfugiés togolais vers le sud-est du Bénin, essentiellement également au nord. Mais donc, la question togolaise nous préoccupe. Notre ancien président est également d'ascendance togolaise, puisque sa mère est togolaise. Il s'est beaucoup impliqué. Vous parlez de qui, Mathieu Kérékou? Non, je parle de Nicéphore Soglo. Nicéphore Soglo, d'accord. Donc, je veux... Même au Togo, il me semble. Justement, nous, les amis du peuple togolais, nous invitons tous ceux qui aiment ce pays à se solidariser d'une façon ou d'une autre et à abattre la tyrannie du clan des Gnassingbé. Nous allons achever avec l'ancien de la maison, que nous remercions, parce que ça fait longtemps qu'il n'est plus venu, pour tout ce qu'il a apporté à l'émission. Non, souffrez, parce qu'il y a une émission qui arrive. Souffrez, c'est la règle du jeu. Vous participez à beaucoup de débats à Lomé, et je vous suis dans vos interventions. Vous êtes coupé aussi à Lomé, hein. Donc, allez-y. De la liberté d'expression, une minute. Non, allez-y. Je remercie l'équipe qui a organisé ce débat, qui nous a permis de nous exprimer sur la situation politique du Togo. Ceux qui parlent comme notre ami Dominique, nous les connaissons. C'est normal, nous sommes dans un état de droit. Le Togo, on peut pas... Non, laissez-le s'exprimer. Le Togo n'est pas le Bénin ni le Mali. Ces pays ont connu des sauts qualitatifs. Le Togo est sous la coupe d'une dictature vieille de plus de 50 années. Nous appelons notre peuple à se démarquer de cette soi-disant opposition et à prendre son destin en main en vue du renversement de la dictature des Gnassingbé. C'est le seul salut pour le Togo. Nous les appelons au boycott actif de ces scrutins dont les résultats sont connus d'avance. Nous encourageons la jeunesse togolaise à prendre des initiatives en vue du renversement de la dictature en place depuis 1963. Voilà. Je pense que les points de vue ont été bien entendus. Non, mais nous sommes dans le cadre d'une liberté d'expression. Je pense que, voilà, Khalid est là. Oui. Donc, je remercie tous. Dominique Alizou, merci d'être venu à notre micro. Je rappelle, vous êtes directeur de publication de Chronique de la Semaine. Envoyez-nous les journaux. Nous sommes demandeurs de pouvoir enrichir notre émission en mail, en PDF. C'est encore mieux. Je remercie donc Olivier Fado, je rappelle, membre du cercle de réflexion Génération Aube Nouvelle, donc du Bénin et de l'Afrique. Maurice Moutawakilou Morin, l'ancien de la maison, donc président du cercle, et je m'excuse d'avoir oublié de préciser, donc membre de Togo en lutte, qui lutte, donc c'est la plateforme qui appelle à la révolution. Toutes les contributions donc étaient de qualité. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons le mois prochain, le dernier dimanche du mois de mars. À bientôt et je rends le micro à Fontaine et merci pour sa patience.